Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute de Garage. Le 30 novembre dernier, une grande étape a été franchie pour Tesla. Le tant attendu Cybertruck a été remis à ses premiers clients et le voile a été levé sur sa version définitive. Autant le prototype avait étonné, choqué et fait parler de lui, autant la version de série promet d'en faire de même, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Nous allons décrypter la technologie et les spécifications pour voir si le Cybertruck est bien ce que les plus de 2 millions de détenteurs de précommande attendaient. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cette vidéo est sponsorisée par ACC Shop. ACC Shop, ce sont des accessoires Tesla, mais ce sont désormais aussi des accessoires pour toutes les voitures électriques. ACC Shop s'est associé à notre concours de Noël et joue les Pères Noël pour ceux qui ont gagné des lots lors du concours du live sur le Cybertruck. Un grand merci à eux de me donner un coup de main pour envoyer tous ces cadeaux. Et maintenant, place à votre épisode. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de dimanche dernier, j'avais besoin de temps pour rassembler les éléments de cette revue. Autant j'apprécie, ou je devrais dire j'appréciais Tesla pour sa franchise, sa transparence et son mépris des conventions ou de la langue de bois marketing, autant j'ai un sacré arrière-goût de retour en arrière avec ce Cybertruck. Vous verrez, ça a été très compliqué pour moi d'écrire cet épisode. Elon Musk a toujours dit que chez Tesla, la présentation d'un prototype ne débouchait pas sur un produit fade et dégradé, mais que le produit de série serait encore mieux que le prototype. Mais est-ce encore le cas? Voyons la technologie du Cybertruck et certaines des innovations majeures qui la composent. D'un point de vue style, le Cybertruck est bien conforme au véhicule présenté il y a maintenant 4 ans. Même s'il est plus ramassé, plus massif encore que le prototype, il n'en est pas moins impressionnant. Il gagne en présence et en robustesse, ce qu'il perd en élégance. Je mets ce dernier mot entre guillemets tant le dessin de l'engin est controversé, donc élégance. Alors que je l'ai détesté au premier coup d'œil, j'avoue que son design a fait son chemin dans ma tête et qu'au final, j'apprécie beaucoup sa forme. Sa taille est réduite d'environ 5% en longueur et en hauteur, mais il prend près de 20 cm en largeur. Extérieurement, il a évolué vers une meilleure fonctionnalité et c'est une bonne chose. Mais voyons ce qui a changé. De face, on voit immédiatement le point de différence par rapport au prototype. L'énorme essuie-glace qui fait un peu tache dans le design ultra-moderne. Franz von Holzhausen a beau dire que le balai a été conçu pour guider les flux d'air vers les côtés, il n'en est pas moins un appendice préjudiciable à l'aérodynamique. Et en plus, il n'est pas très esthétique. Ouais, bon. J'avais prévu de faire la liste des promesses non tenues du Cybertruck en fin de vidéo, mais bon, vu que ça commence déjà, allons-y. Elon Musk avait déclaré que le design de l'essuie-glace serait révolutionnaire. Et là, c'est raté. Même pas caché au repos, on a juste l'impression que les ingénieurs l'ont posé là parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Et ont mis tout ça comme ça en argumentant que c'est le plus grand essuie-glace automobile du monde. Ouais. Et alors, en quoi est-ce mieux? Seconde différence au niveau de l'avant, la caméra placée dans le pare-choc. Là, c'est un vrai plus, car la forme du Cybertruck empêche le conducteur de voir l'avant du véhicule. Donc bon point, mais loin d'être révolutionnaire. Autre évolution, le frunk. Motorisé et équipé d'une large ouverture copiée sur le F-150 Lightning, il est petit, mais très fonctionnel. On peut y mettre 2 bagages cabine ou un sac de golf. Il est suffisant, selon moi, pour tous les usages. On regrette par contre l'absence de prise de courant à cet endroit, contrairement au Ford. Une autre caractéristique passe aussi à la trappe, la rampe laser en haut du pare-brise. Interdite de série dans certains états, il était logique de la proposer en option ou en accessoire, mais sa suppression entraîne forcément des réductions de coûts. Et les réductions de coûts, il y en a pas mal, on en reparlera plus loin. De profil, 3 gros changements. Premièrement, on note la suppression des poignées de porte, là je trouve que c'est un plus. Si vous avez déjà utilisé une Model S avec des poignées rétractables par temps de gel ou de neige, vous savez que, ma foi, épisodiquement, ça peut poser problème. Supprimer les poignées et les remplacer par un bouton sur le montant est selon moi une bonne évolution, d'autant plus qu'il est possible d'ouvrir les portes depuis l'application smartphone, comme sur les Model 3 et les Model Y. De la même manière, la réapparition des rétroviseurs est pour moi positive. Autant des caméras sont utiles, autant le champ de vision et la notion de distance n'est pas du tout la même que pour des miroirs.
J'ai encore pu le constater hier matin en sortant de chez moi. La neige gelée avait bloqué mes rétroviseurs que j'avais oublié de bloquer en position ouverte, ce que je fais d'habitude en hiver. J'ai donc essayé de sortir de ma cour grâce aux caméras des ailes avant. Et je me suis arrêté à 5 mm d'un pot de fleurs en béton que j'avais pas vu. J'ai refait marche avant, dégivré mes rétroviseurs, et enfin, j'ai pu faire ma manœuvre en toute sécurité. Avec un monstre ultra large comme le Cybertruck, je ne me vois pas manœuvrer juste avec des caméras. Enfin, troisième évolution visible, la trappe de recharge. Désormais placée dans l'arche d'aile en plastique, elle est bien plus discrète et esthétique que sur le prototype. Même si on peut se poser la question de sa résistance en cas de choc, si on fait du tout-terrain. À l'arrière, plusieurs différences sont à noter. Premièrement, la surface de benne auparavant en inox est désormais plus classiquement en composite. Ce changement est le résultat d'échanges entre des utilisateurs professionnels et l'équipe de design. C'est un gros point d'amélioration selon moi. En second lieu, la porte de benne change, mais cette fois c'est en perdant une fonctionnalité. Plus de rampe pour monter un véhicule et plus de rangement dans les flancs de la benne non plus. Si le rideau de benne est bien présent, la vitre arrière ouvrante teasée par Elon Musk sur Twitter n'est plus là. Voilà qui décevra les amateurs de camping puisqu'il n'est donc pas possible de profiter du chauffage du véhicule dans une tente de benne. L'intérieur donne aussi son lot de nouveautés, bonnes ou moins bonnes. La première chose qu'on remarque, c'est le volant. Ni rond ni carré, il est selon moi plus pratique que le yoke du prototype. Ce dernier ne se justifie d'ailleurs pas, étant donné l'absence de compteur en face du conducteur. L'affichage est agrandi à 18,5 pouces au lieu de 17 pouces sur le prototype, ce qui est une bonne chose, car il y a plus d'informations à afficher. En effet, exit le petit écran rétroviseur en haut du pare-brise, l'affichage de la caméra arrière se fait désormais dans l'écran principal. Voilà qui permet de réaliser une bonne économie en production, encore une fois. Niveau régression, la place centrale avant disparaît, enlevant une caractéristique présente au moins en option sur la majorité de ses concurrents. Voilà qui va décevoir une partie de sa clientèle. Le siège arrière se relève pour permettre un rangement supplémentaire dans la cabine, mais c'est loin d'être nouveau. J'avais la même chose dans mon Chevrolet Silverado de 1996. Passons maintenant au plat de résistance, la technologie. Commençons par la structure générale de l'engin. Les équipes de Tesla sont finalement parvenues à réaliser leur exosquelette. Je mets le mot entre guillemets car je trouve le terme exagéré. Monocoque renforcé serait un terme plus approprié. Mais bon, allez, va pour exosquelette. Extrêmement rigide, la coque permet de bénéficier d'une bonne tenue de route et d'une excellente résistance. Cela permet en outre de doter le véhicule de suspensions beaucoup plus précises que sur un pick-up traditionnel. Ceux qui l'ont conduit ont témoigné d'un feeling très voiture, largement différent de la lourdeur des pick-up traditionnels. Là, on retrouve la patte Tesla. Pour les suspensions, rien de neuf, puisque si le système évolue par rapport au modèle S et X, les principes sont les mêmes. Le système est juste adapté à un usage plus exigeant en raison du poids, mais aussi des conditions d'usage d'un pick-up. Exit le système intelligent permettant de faciliter le chargement. Encore une promesse non tenue. Pour ce qui est des performances, le Cybertruck répond bien aux attentes, même si, pour un pick-up, cette donnée est plutôt secondaire. Il est pourtant à noter que le Cybertruck rejoint le Rivian R1T Quad Motor dans le clan très fermé des pick-up à capacité sportive, et se place même en tête d'après les premiers essais. Pour la partie châssis, de grosses différences sont à noter dans le modèle de série par rapport au prototype. La direction et le freinage. Dans les deux cas, la commande qu'actionne le conducteur n'est pas en liaison mécanique avec les roues. Le volant ne tourne qu'à 170 degrés de butée à butée et offre une démultiplication variable. Très sensible à basse vitesse, elle devient très précise et fine lorsque l'allure augmente. Les 4 roues directrices, autre ajout par rapport au prototype, donnent une bonne agilité à basse vitesse et une meilleure stabilité au-delà de 40 miles par heure, soit à peu près 65 km/h. Idem pour les freins dont la pédale est un actionneur électronique. Les freins bénéficient alors d'une commande plus réactive. Cela économise aussi du poids et des coûts. À mon sens, c'est le seul point où le Cybertruck de série est mieux que ce que promettait le prototype. Du moins dans l'usage. C'est à mon sens la seule innovation qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Parce que dans tous les systèmes de direction asservis auparavant, il y avait une colonne de direction de sécurité qui n'existe plus sur le Tesla. En tout cas, Tesla n'a rien inventé, mais a bien intégré différentes technologies pour en faire un tout homogène qui en donne plus que les éléments pris séparément. En revanche, là où Tesla innove vraiment, c'est dans le pack batterie, et on va détailler un peu cela. Les cellules sont des 4680 Roadrunner qui sont noyées dans une mousse structurelle. Déjà rien que les cellules sont super innovantes.
On en a déjà parlé assez souvent sur cette chaîne. Le pack sert de plancher à l'auto, tout comme sur certains modèles Y. Pourtant, leur architecture est sensiblement différente de celle des batteries qui équipent le SUV. En premier lieu, la tension de service est de 800 volts. Cela permet de réaliser des économies sur les tailles des conducteurs et autres lignes de courant. Cette tension élevée a pourtant un inconvénient. Pour charger la batterie en courant continu, il faut un chargeur délivrant 800 volts. Ou alors faire appel à un dispositif qui remonte la tension de 400 à 800 volts, ce qu'on appelle un booster. Pour réduire les coûts et les poids, Tesla a géré les choses un peu différemment. Ils ont séparé le pack en deux demi-packs de 400 volts, branchés en série lorsqu'ils sont en décharge. Cela donne donc les 800 volts voulus. Lorsque la charge se fait sur une borne 800 volts, comme sur un superchargeur V4 par exemple, rien ne change. Les deux demi-packs restent en série. En revanche, si la charge se fait en 400 volts, alors le branchement des deux demi-packs passe en parallèle. On peut donc les charger à 400 volts sans avoir recours à un booster. On a moins de pertes et en plus, la puissance de charge est meilleure. Voilà comment le Cybertruck peut charger à 250 kW max en 400 volts et 350 kW max en 800 volts. On notera que Tesla adopte pour la première fois la charge bidirectionnelle. Attention toutefois de ne pas trop vous emballer sur ce coup-là. Si cette capacité est logique pour un pick-up de travail, surtout aux États-Unis, elle est également à cause du réseau électrique, entre autres au Texas, qui est désastreux. Vu la taille de la batterie et la destination de l'engin, il était logique de proposer cela sur ces voitures. Il n'en reste pas moins qu'on a peu de chances de voir cette caractéristique sur le reste de la gamme. En tout cas, du moins en Europe. En effet, le rapport utilité-dégradation de la batterie est largement défavorable à cette technologie si on n'a pas besoin expressément de l'utiliser, comme en Europe où on a un réseau électrique fiable. Le Cybertruck peut délivrer 9,7 kW en monophasé 240 volts depuis une prise de benne et 11 kW en triphasé depuis le port de charge vers une borne Tesla qui a été pour l'occasion améliorée. La capacité totale du pack est de 123 kWh, ce qui est à la fois le plus gros pack que Tesla ait jamais construit, mais aussi le plus petit pack du marché face aux autres pick-up électriques. Le F-150 a en effet un pack de 131 kWh dans sa version la plus haute, et Rivian un 135 kWh pour son modèle actuel. Et tout cela nous amène à l'autonomie. Encore une fois, le Cybertruck de série ne réalise pas les promesses du prototype. Certes, la version dual motor peut parcourir 755 km selon Tesla, mais c'est au prix d'une batterie additionnelle de 50 kWh placée dans la benne. Facturé 16 000 $, ce range extender réduit la capacité de benne d'un tiers. Rivian avait d'ailleurs teasé un système similaire, mais ne l'a jamais proposé à la vente. Au final, l'autonomie du Cybertruck de série culmine à 545 km avec sa batterie interne, ce qui est décevant. C'est certes mieux que le Ford F-150 qui n'atteint pas 500 km, mais il faut rappeler qu'il est construit sur une plateforme de véhicules thermiques. Le Rivian R1T dispose quant à lui de 565 km en version dual motor avec sa batterie moyenne. La petite différence d'autonomie se fait surtout au niveau de la capacité de la batterie, puisque l'efficience du Rivian par rapport au Cybertruck est sensiblement similaire d'après les chiffres. C'est pourtant étonnant car le Cybertruck est censé être plus léger et plus aérodynamique que le Rivian. Alors, où se trouve la différence? Il faut peut-être aller voir du côté des moteurs pour cela. Le Rivian fait appel à des moteurs synchrones à aimant permanent, et pour obtenir sa meilleure autonomie, débraye son moteur arrière. Chez Tesla, un tel dispositif, tout comme la présence d'une boîte de vitesse, est exclu. Le Cybertruck fait donc appel à d'autres technologies. Pour le train avant, c'est un moteur synchrone à aimant permanent et réluctance variable qui fait le job. Il est plus léger et plus compact que ceux des modèles traditionnels de Tesla, grâce à sa tension de 800 volts. En revanche, à l'arrière, ce sont un ou deux moteurs asynchrones à induction qui sont adoptés. On retrouve l'architecture qui a fait ses preuves sur les modèles S et X Raven. Comme le moteur à induction ne consomme rien s'il est déconnecté électriquement, on peut se passer d'un découplage mécanique. Globalement, il reste un peu de friction, mais c'est très peu. On peut donc penser que dans la vraie vie, et sans faire particulièrement attention, le Cybertruck sera plus sobre que ses concurrents. Enfin, dernier point de différence technique par rapport à la version de série. Le circuit basse tension. Doté d'une architecture 48 volts pour économiser poids et coût, il n'est pas encore très détaillé dans les informations dont on dispose à ce jour. Je pense qu'on en saura bien plus après le démontage du Cybertruck par Sandy Munro.
Comparons maintenant les caractéristiques de la version finale par rapport au prototype, du point de vue des capacités de chargement. En premier lieu, le poids. Elon Musk avait teasé un poids équivalent à un F-150. Mais rappelons-nous que la version électrique n'était pas encore sortie à l'époque de la présentation du Cybertruck. Le plus lourd des Ford était à 2,7 tonnes. J'avoue que j'ai été déçu en voyant le poids final du Cybertruck. Avec 3 tonnes et 3 tonnes 100, il est aussi lourd que le F-150 Lightning, pourtant basé sur un châssis traditionnel. L'avantage de l'exosquelette est peut-être dans sa résistance, mais en ce qui concerne le poids, c'est raté. La charge utile tombe de près d'un tiers, avec 2500 livres au lieu de 3500 annoncés il y a 4 ans, et de la même manière, la capacité de traction se réduit de plus de 20% par rapport au prototype, tombant de 14 000 à 11 000 livres. Voyons maintenant les derniers éléments promis dont je n'ai pas parlé. Premièrement, le Cyberquad. Celui-ci, comme le Roadster 2 pour le Semi, est un élément certes rapporté, mais il donnait un peu plus de goût à la présentation. De là à penser qu'il n'était présent que pour faire le show, bon, on verra bien. Hein. Deuxièmement, si la carrosserie du Cybertruck a prouvé sa résistance aux balles, la pitoyable prestation de Franz von Holzhausen avec une balle de baseball en remplacement de la bille initiale en métal me laisse pantois. Il pense vraiment faire passer ça comme ça ? Franchement, cette mascarade fait penser au fiasco de Faraday Future et de son gars planqué dans l'auto pour faire croire à une conduite autonome. Cette bouffonnerie est en plus présentée comme sérieuse, avec même une référence sur leur site internet. Bref, là, je suis dubitatif et déçu de la manière dont tout ça a été amené. Voyons maintenant le point le plus épineux, le prix. Avant de parler chiffres, j'aimerais parler des coûts. Tesla nous a largement abreuvés de toutes les innovations qui doivent baisser les coûts. Résumons un peu. Exosquelette, absence de peinture, architecture 848 volts, nombre de pièces, gigacasting, batterie porteuse, 4680 Roadrunner. Mais on peut aussi noter mono essuie-glace, suppression du rétro intérieur, suppression de la 6e place, suppression de la vitre arrière ouvrante, suppression de la rampe de benne et suppression de la rampe laser. D'un autre côté, il est clair que la production des panneaux en inox et commandes électriques de frein ou de direction ont grévé le budget recherche et développement. Note aussi que le coût des matières premières et énergie sont largement plus élevés aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Mais cela justifie-t-il les prix annoncés ? La version propulsion augmente de 39 900 à 60 990 $, soit 21 000 $ de plus. C'est 53% d'augmentation. Les deux versions actuellement en vente augmentent chacune de 30 090 $, soit 79 990 $ au lieu de 49 900 pour la version Dual Motor, ce qui représente 60% d'augmentation, et 99 990 $ au lieu de 69 900, soit 43% d'augmentation pour la version Beast. L'inflation en 4 ans s'élève à environ 20% aux États-Unis, ce qui n'est certes pas rien, mais entre les économies réalisées et les fonctionnalités supprimées, la hausse du prix du Cybertruck ne peut pas être justifiée par les coûts réels. Alors par quoi ? J'ai réécrit de si nombreuses fois cette partie que je n'en tiens plus le compte. Toutefois, avant de continuer, je veux que vous compreniez pourquoi il est si dur pour moi de faire un texte qui me convienne. Depuis la présentation de la version de série du Cybertruck, j'ai énormément de sentiments contradictoires. Autant le produit me plaît, autant le contexte et les promesses non tenues me minent. Ma confiance en Tesla a toujours été récompensée par une réalisation concrète des promesses, même si c'était parfois dans un délai plus long que prévu. Ici, j'ai l'impression de m'être fait avoir. J'ai énormément réfléchi depuis près d'une semaine et lu ou visionné énormément de contenu traitant de cet engin et de son histoire. J'ai revu mes notes passées et reconstitué un cheminement possible de ce qui a conduit au véhicule que nous avons aujourd'hui, avec ses forces et ses faiblesses. Pour bien comprendre le produit d'aujourd'hui, il faut remonter quelques mois avant la présentation du Cybertruck prototype. Les premiers dessins étaient en cours, mais deux clans s'opposaient au design. Globalement, Franz et Elon voulaient le design d'aujourd'hui, tandis que d'autres voulaient un truck plus traditionnel. Et commençaient à travailler dessus à leurs heures perdues. Pour couper court à cette situation, Elon Musk a donné 96 jours pour construire le prototype et a programmé la présentation que nous avons vue en novembre 2019. Pour y arriver, les équipes ont tout donné. Ils ont construit une coque autoporteuse avec ses pièces en inox, façonné un intérieur et une interface graphique, tandis qu'en dessous, on avait une mécanique faite d'un assemblage de pièces Tesla prises dans l'inventaire existant. Ce qui s'est passé, vous le savez.
L'engin a été reçu de diverses manières, mais au final, il a été extrêmement plébiscité au point d'enregistrer des records de réservation. Tout autre constructeur que Tesla, avec à sa tête un autre patron qu'Elon Musk, se serait dit alors qu'il fallait se lancer au plus vite. Tesla aurait pu produire le Cybertruck en 2 ans s'ils avaient décidé de faire une version de production du prototype, sans l'améliorer. Avec les moteurs des nouvelles S et X, une batterie en cellule 2170, une architecture 400 volts pour la haute tension et 12 volts pour la basse tension, le Cybertruck aurait pu voir le jour à des tarifs plus bas qu'aujourd'hui. Les équipes n'auraient eu qu'à se concentrer sur l'exosquelette quasi exclusivement, et clairement, il se serait très bien vendu. Il aurait été un peu plus dans l'idée du Rivian, qui a poussé au maximum le concept du pick-up traditionnel. Le Cybertruck n'aurait alors qu'un seul intérêt, son design. C'était toutefois sans compter avec Musk, qui, voyant l'immense intérêt pour la machine, s'est dit qu'on pourrait aller bien plus loin. 4680, gigacasting, commande électrique et augmentation des tensions ont été des chantiers énormes, qu'on a peine à imaginer si on n'est pas de la partie. Avec plus de 2 millions de précommandes, il devenait possible de passer à un niveau supérieur. Et lorsque l'on sait comment Elon Musk fonctionne, il était évident qu'il allait se lancer à corps perdu dans ce bond en avant. Pour lui, c'était aussi une façon d'avancer sur les autres projets futurs, comme la Compact, car il savait qu'à long terme, ces technologies permettraient de baisser les coûts, donc les prix. Il a préféré retarder le Cybertruck et le vendre plus cher au début pour mieux reprendre de l'avance à l'avenir. Clairement, aujourd'hui, le prix du Cybertruck est très élevé par rapport à son coût réel. Ces premiers exemplaires ne seront malgré tout pas rentables, et cela se comprend. En 4 ans, Tesla a complètement reconstruit le véhicule, mais aussi la manière de le produire. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour offrir ce qui est objectivement le plus abouti des pick-up au monde, techniquement parlant. Ils ont travaillé sur des aspects que personne ne verra jamais, mais qui améliorent la façon dont le produit tout entier fonctionne. L'usine a dû être totalement repensée après cela, tout comme le réseau de fournisseurs. Alors oui, pinailler comme je l'ai fait sur des points de détail est plutôt injuste, je le reconnais. Dans son ensemble, le Cybertruck est largement meilleur que ce qu'on aurait pu en attendre au départ. Et c'est bien ce qui est mis en avant par tous les fanboys de la marque. Sincèrement, tout ce qui a été retiré, ou même l'autonomie un peu plus réduite que prévu, moi je m'en tamponne le coquillard, mais alors d'une force. Ce qu'on récupère en échange vaut bien cela. Mais s'ils font, je le comprends, la forme ne passe pas. Le coup de la balle de baseball m'a outré et le passage sous silence des fonctions disparu également. L'inverse aurait été bien plus honnête. Expliquer pourquoi il a fallu mettre ce grand essuie-glace, expliquer pourquoi les voitures n'ont pas le remplage, expliquer pourquoi la rampe de benne a disparu. Et arrêter de parler de la résistance des vitres aurait été bien mieux, surtout que le Tesla Glass est déjà présent sur d'autres modèles de la marque. Et on sait très bien qu'il est plus résistant, mais pas au point de supporter l'impact d'une bille en métal. Finalement, je vais vous dire ce qui me chagrine le plus, et ce sera mon mot de la fin. Le Cybertruck de série est-il mieux qu'attendu? Oui, il est mieux. Elon et ses équipes sont encore parfaitement en ligne avec l'éthique initiale de la marque. Ce qui m'énerve, c'est que les fanboys pointent uniquement les points positifs, les haters les points négatifs, et chacun ignore superbement la réalité brute, que la médaille a 2 côtés. Pour les uns, c'est comme si les promesses n'avaient jamais existé, pour les autres, c'est comme s'il n'y avait eu que ça qui comptait. Et ça uniquement dans le but de faire le buzz. Ce qui, moi, me pose problème, c'est que Tesla fasse le jeu de cette guéguerre avec des présentations comme celle du 30 novembre. Attiser les polémiques permet, certes, d'avoir une meilleure audience, une meilleure visibilité, mais pas la meilleure des images selon moi. Suis-je en train de me dire que je me détourne de Tesla? Non, car les produits de la marque restent les meilleurs du marché selon moi. Et si le Cybertruck est importé en Europe, eh bien, ma foi, il faudrait que les prix baissent un peu, mais je crois bien que c'est le seul véhicule pour lequel je me séparerai de ma très chère Model S. Et c'est pas peu dire. En tout cas, c'est pas pour demain si ça arrive un jour. Pour le moment, je suis dans l'achat d'une seconde voiture. Pour dimanche prochain, je vous prépare d'ailleurs un essai de la Model Y propulsion produite à Berlin avec les batteries structurelles BYD. Et là aussi, je pense qu'on aura matière à discuter, technologiquement parlant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!